Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. On va parler d'un outil que presque tous les sportifs portent au poignet, la montre connectée, et notamment les Garmin devenues une référence en endurance. On va parler des statuts d'entraînement, du body battery, du training effect, de la charge aiguë, de la VO2 max, du HRV, du temps de récupération. Tout est quantifié. Mais la question essentielle est toujours la même. Comprenez-vous ce que ces indicateurs mesurent réellement ou les subissez-vous ? Une montre ne fait pas un test sanguin. Elle ne mesure pas votre lactate, elle ne mesure pas directement votre consommation d'oxygène. Elle collecte des signaux. La fréquence cardiaque, la variabilité, l'accélération, le GPS, la température, parfois la saturation en oxygène selon les modèles. Puis elle applique un algorithme. Ces algorithmes comparent vos données à des modèles statistiques issus de grandes bases. Cela signifie que vos indicateurs sont des estimations probabilistes. Ils sont utiles, mais ils ne sont jamais absolus. Donc, le statut d'entraînement, productif ou non. Donc le statut d'entraînement, il combine le VO2 max estimé, la charge d'entraînement et la tendance de performance. Si votre VO2 max baisse légèrement, alors que votre charge augmente, la montre va afficher non productif. Mais physiologiquement, une phase de surcharge peut temporairement faire baisser les indicateurs avant une surcompensation. La montre ne sait pas si vous êtes dans une phase d'accumulation stratégique, une fatigue passagère ou une vraie dérégulation. Elle observe juste une tendance. C'est à vous ou à votre encadrement de l'interpréter. Le body battery, lui, il est basé sur la HRV, la fréquence cardiaque, le stress détecté et le sommeil. Il reflète un niveau de réserve énergétique nerveuse. C'est pertinent, mais il ne mesure pas la fatigue musculaire locale, l'inflammation, le contexte hormonal et le stress psychologique complet. Une femme en phase lutéale peut voir son body battery plus basse sans être en surcharge. Un athlète en déficit calorique peut afficher une récupération altérée. Encore une fois, c'est un indicateur de régulation, pas un diagnostic. La préparation à la performance, c'est-à-dire que le training readiness, lui, il combine le sommeil, la HRV et la charge aiguë, ainsi que le stress, bien sûr. C'est un outil intéressant pour éviter les excès, mais il ne comprend pas votre stratégie de planification, votre pic de forme ciblé et vos contraintes externes. Exemple, un triathlète en phase d'intensification peut volontairement accepter, cette fois-ci, pendant quelque temps, une baisse de cette capacité à performer, et c'est pas une erreur, c'est une stratégie. En fait, les algorithmes, ils sont basés sur des moyennes. Ils ne se tiennent pas toujours complètement compte, ni des fluctuations hormonales, de la périménopause, des variations thermiques, de la réponse métabolique spécifique. Donc, une athlète peut voir une HRV fluctuante, une fréquence cardiaque légèrement plus élevée, ou une récupération estimée plus longue. Alors que physiologiquement, c'est normal. La montre ne connaît pas votre cycle. Elle applique juste un modèle. De même, pour les patients en perte de poids, ou les sportifs, c'est une personne qui va être en déficit énergétique. Donc la HRV, elle peut diminuer, la récupération estimée peut être plus longue, et la fatigue détectée plus fréquente. En fait, la montre interprète que le stress, mais elle ne distingue pas si c'est un stress calorique, mécanique ou émotionnel. Si on adapte uniquement en fonction de l'écran, on peut désorganiser sa progression. Un exemple très simple, qui est un trailer qui prépare un ultra, sur un terrain technique, donc une fréquence cardiaque variable, une dérive thermique et une charge mécanique excentrique. La montre, elle peut afficher une charge élevée, mais elle ne mesure pas précisément la contrainte articulaire, la fatigue neuromusculaire spécifique et l'impact du dénivelé sur la coordination. La réalité du terrain dépasse toujours l'algorithme. En fait, soyons clairs, les montres modernes, elles nous apportent une vision longitudinale, une objectivation des tendances, une aide à la régulation et une prévention des excès. Elles sont extraordinaires pour visualiser la cohérence, identifier les dérives et structurer l'entraînement. Mais elles doivent rester un outil, pas un arbitre. Chez OD Academy, nous utilisons la technologie, mais nous la croisons toujours. Data, biomécanique, ventilation, métabolisme, ressenti et contexte hormonal.
La montre n'est qu'un capteur. L'expertise, elle réside dans l'interprétation. En effet, la technologie ne remplace pas la compréhension. Elle amplifie ce que vous comprenez déjà ou ce que vous ressentez. Si vous ne comprenez pas les mécanismes physiologiques, les indicateurs peuvent devenir anxiogènes. Si vous comprenez votre corps, la montre devient un allié stratégique. Ainsi, les montres sont puissantes, mais elles modélisent. Votre corps, lui, il est vivant, dynamique et adaptatif. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. Comment croiser toutes ces datas ensemble pour prendre des vraies décisions d'entraînement. Parce que la donnée isolée n'a pas de valeur, c'est leur cohérence qui fait la différence. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy.